consacré à la boucherie d'aujourd'hui est bien sûr dans la continuité chronologique et thématique de ce que vous avez entendu juste avant, avec un petit changement. Ici, il s'agit de la représentation et des représentations des savoir-faire, ça veut dire des critères qui permettent d'établir des classifications, on a presque dire qui permettent de faire la découpe de la réalité pour l'organiser, y imposer un ordre et y trouver un sens. Voilà, pour ce faire, on a l'aide, le concours de disciplines sœurs, l'économie d'un côté avec Pierre Saunier et l'ethnographie avec Anne-Hélène Delavigne et Anne-Marie Martin. Alors Pierre Saunier, qui va faire la première intervention, s'est surtout distingué par ses travaux sur l'industrie agroalimentaire. Je suis très content de pouvoir présider parce que c'est un collègue à moi qui est aussi un ami presque paternel. Après, il y a Anne-Hélène Delavigne. Alors, avec elle, les rapports sont cordiaux aussi. On se souvient surtout de son travail sur le Danemark et le rapport des Danois au cochon, le totem de leur culture alimentaire. Et finalement, on a Anne-Marie Martin qui a la distinction d'utiliser la vidéo pour faire de l'ethnographie. Donc, elle s'est appropriée des techniques qu'on n'avait pas utilisées encore il y a quelques années. Voilà. Donc, Pierre Saunier va commencer à parler. Alors, l'horaire est très strict. On finira à 6 heures. Donc, chaque intervenant aura 20 minutes, 22 au maximum, pour qu'on puisse avoir une petite discussion à la fin. D'accord, merci. J'ai fait distribuer des extraits de texte pour gagner du temps. Parce que je me suis aperçu qu'en les lisant et les commentant, ça mangeait au moins 5 ou 10 minutes. Donc c'est surtout avec les horaires draconiens que nous fixe Martin, c'est beaucoup mieux. Alors l'exposé que je vais faire comporte 3 points. 1, ce que sont les nomenclatures d'activité économique. 2, les raisons qu'elles donnent, ces nomenclatures, ou plutôt d'ailleurs, vous le verrez, qu'elles ne donnent pas du classement débouché dans le commerce. Et 3, les explications, les pistes explicatives que je propose de ce classement. Les nomenclatures d'activité économique, je cite, classifient les activités économiques qui sont elles-mêmes le cadre de la production des biens et services marchands. Je m'en tiens là. Elles ont la forme d'une arborescence plus ou moins détaillée, selon le niveau de classification. Il y a 700 classes au niveau le plus détaillé de la nomenclature actuelle qui est la NAF, 15 à peu près au niveau agrégé. Je vous cite les 6 premières, agriculture, mines, énergie, industrie et commerce. Je ne cite pas les autres. Alors le point essentiel, le point crucial même pour la question que je vais traiter, c'est celui de la définition d'industrie et du commerce. L'industrie, pardon. C'est l'activité de fabrication impliquant une transformation matérielle significative. Elle se distingue par là du commerce centré sur la revente sans transformation. Définition du commerce, c'est la réciproque. Le commerce est l'activité de revente en l'état, sans transformation de produits achetés à des tiers. Où les nomenclatures d'activité économique classent-elles les bouchers ? Ils sont classés dans le commerce, alors que les activités qui paraissent voisines, la charcuterie, la boulangerie, sont classées, elles, dans l'industrie. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas entrer dans le détail de ces classements, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer le détail, donc, en ce qui concerne les États-Unis et la France depuis le début du 19e. Mais pour l'essentiel, les conclusions, c'est celles que je vous ai données.
les bouchers dans le commerce, les autres dans l'industrie. Donc ça, je le saute. Comment expliquer de telles différences de classement qui reviennent à considérer que le boucher n'exerce aucune activité de transformation, il vend en l'état ce qu'il a acheté. Disent la nomenclature. Hein. Bon, alors d'abord, quelles explications les nomenclatures, ou les auteurs des nomenclatures, donnent-elles de ce classement? Qu'est-ce qu'ils en disent? Ben, ils n'en disent pas grand-chose, et le peu qui en est dit pose plus de questions que ça n'en résout. Vous en avez une illustration, alors c'est là qu'interviennent les deux extraits que j'ai distribués. Le premier est tiré de la présentation du recensement général de la population française de 1896, et le second du Census of Manufacture de 1905. Le census, c'est une enquête industrielle effectuée régulièrement aux États-Unis depuis le début du XIXe siècle. Que dit March? Lucien March, c'est le rédacteur de cette présentation. Il dit que le boucher doit être classé dans le commerce. D'accord? Mais il n'en donne pas les raisons. Mais il précise seulement que le boucher est comme un marchand de nouveautés. Ce qui pose question. Ça signifie que le boucher, devant son billot qui découpe, qui désosse, qui épluche, etc., mais aussi le boucher que March a sous les yeux en 1896, hein, celui qui travaille à l'abattoir, hein, qui dépaisse, qui dépouille, etc., tous ces bouchers-là, donc, ne font rien de plus que ce que fait un marchand de nouveautés quand il coupe 1 mètre de ruban ou quand il met une quinzaine de boutons dans un cornet de papier avant de le vendre à ses clients. Problématique, hein. Ce qu'il y a dans le census, alors vous avez aussi l'extrait, n'est pas très différent. Les activités d'abattage ne relèvent pas vraiment de l'industrie, écrit le census. Elles sont classées dans l'industrie, manufacture, par amalgame, par raccro. C'est moi qui parle, mais c'est ça l'idée de l'extrait. Parce qu'il y a à leur aval, dans les abattoirs, des activités qui, elles, relèvent vraiment de l'industrie. Un des exemples cités, ce sont la fabrication de conserves. Mais en elles-mêmes, les activités d'abattage et de première transformation ne sont pas vraiment des activités industrielles. Alors, en quoi est-ce qu'elles ne sont pas des activités industrielles? Pourquoi? Le census ne le dit pas. Il s'en tient à un sous-entendu sibyllin. Ce sous-entendu sibyllin, elles ne sont pas vraiment industrielles. Alors, cette absence d'explication, de justification, et la manière aussi dont les phrases sont tournées, incite à essayer d'y voir plus clair, à comprendre pourquoi le travail du boucher ou l'activité d'abattage et de première transformation ne sont pas considérées comme des activités de transformation. Il y a, à mon sens, trois raisons principales en tout cas, et qui ont elles-mêmes une capacité explicative inégale. Bon, j'y reviendrai à la fin si j'ai le temps. La première raison tourne autour de la notion de démontage, la deuxième autour du rôle qu'a joué, ou plutôt que n'a pas joué, le développement de la découpe dans l'activité du boucher, et la troisième raison tient à une particularité de son activité, qui est qu'il tue et qu'il abat les animaux. Je viens de dire que la première raison, la première piste explicative, tourne autour de la notion de démontage. Pour le dire plus précisément, elle tient aux réticences à se représenter des opérations de démontage comme des opérations équivalentes aux opérations de montage. Que fait le boucher? Que font les travailleurs dans les abattoirs? Ils dépouillent, ils démembrent, ils désossent, ils découpent, ils désarticulent. En un mot, ils désassemblent et ils démontent. En fait, ils font ce que font les industries de montage dans l'industrie automobile, est l'exemple type, ils le font à l'envers. La similitude entre démontage et montage ne s'arrête pas là. Je rappelle que pour concevoir la chaîne de montage de la Ford T au début du XXe siècle, c'est-à-dire la chaîne elle-même, les balancelles, l'organisation du travail qui y correspond, la parcellisation des tâches, l'immobilisation des travailleurs devant leur poste, Henry Ford s'est inspiré de très près du fonctionnement des abattoirs américains créés 50 ans
40 ans ou même 60 ans auparavant. J'ajoute, toujours sur le chapitre des similitudes démontage-montage, que les mêmes termes se retrouvent dans les deux cas. Les ouvriers qui finissent le montage des automobiles disent qu'ils travaillent à l'habillage. Alors, je vous rappelle que l'habillage, sauf erreur de ma part, en boucherie, c'est l'ensemble des dépeçages, fentes et parages des carcasses, je crois. La carrosserie, dans l'industrie automobile, montée sur, on monte sur le châssis. Ça s'appelle la peau. Bon, il y a donc beaucoup d'autres exemples que je n'ai pas le temps de citer. Il y a donc une forte proximité technico-économique entre montage et démontage. Mais il y a une différence. Le premier relève explicitement de l'industrie manufacturière. Donc je passe sur des compléments que je voulais donner, pas le second. C'est dans cette dissemblance, dans ce traitement différentiel, dissymétrique même, que se situe, à mon sens, une des explications du classement du boucher ailleurs que dans l'industrie. Bon, un complément tout de même à cette explication. Pourquoi le démontage est-il traité différemment du montage? Je n'ai pas trouvé d'argument explicite. Mon hypothèse est que, plus ou moins confusément, le démontage n'est pas perçu comme un symétrique du montage, mais plutôt comme une sorte de montage en négatif. Bon, c'est ce qu'on sent assez bien quand on met en vis-à-vis des verbes comme construire ou faire. Déconstruire, ce n'est pas tout à fait la même chose que construire à l'envers. Défaire, c'est plus que faire à l'envers. Hein. C'est démolir, c'est détruire. Bon, je donnerai d'autres explications dans la discussion si vous le souhaitez. Deuxième piste explicative, la diffusion tardive du mode de découpe à la parisienne, je crois qu'on dit parisienne. Je dis ça pour faire court. Trop tardive, j'entends, pour infléchir le classement du boucher dans le commerce. Je m'expliquerai plus complètement sur ce point un peu plus loin. Mais d'abord, quelques mots sur le travail de découpe. Voici ce que dit une bouchère qui est interrogée par René Elkaïm-Bollinger. Elle dit ceci. Un boucher, c'est comme un ébéniste. Il travaille la matière. Travaille la matière, là on est loin du commerce et de la vente en état. Et elle ajoute, savoir travailler la matière, c'est savoir repérer les vides entre l'os et la chair pour y glisser la lame. Bon, cette dernière phrase fait inévitablement penser au boucher digne, dont je vais dire quelques mots. Je crois d'ailleurs que René Elkaïm-Bollinger l'évoque. Le boucher digne, je le rappelle, c'est un personnage célèbre de Chuang Tzu, un philosophe du taoïsme. C'est le boucher qui n'aiguise plus jamais son couteau. Pourquoi? Parce que, dit-il, avec le temps, j'ai acquis une compétence telle que je passe la lame dans le vide. Alors, je m'arrête une petite seconde sur ce boucher parce que c'est beaucoup plus qu'un champion de la découpe. Hein. Il incarne ce qui est appelé le geste parfait. Le geste parfait, c'est quoi? C'est le geste qu'accomplit celui qui s'est tellement imprégné mentalement de la structure intrinsèque de la matière qu'il traite, qu'il travaille, bon, la carcasse, qu'il découpe en l'occurrence, qu'il n'a pas besoin de se la représenter. Il laisse sa main agir toute seule. Et le boucher digne, ce n'est pas un illuminé en transe, hein. C'est l'incarnation, encore une fois, enfin c'est une espèce de perfection gestuelle, c'est l'incarnation de la perfection du geste, une perfection qui doit beaucoup plus à un savoir longuement accumulé, intériorisé, en fait incorporé, qu'à une technicité ou qu'à un bon outillage. J'en reviens à la découpe parisienne. Bon, j'ai évoqué deux cas qui montrent que ce travail de découpe anatomique relève manifestement de la transformation. Il y a beaucoup d'autres illustrations de ce fait. Colette, dans le Fanal bleu, autant que je m'en souvienne, dit du boucher de Paris qu'il façonne. Christian Lelanne, qui est le président de la Confédération nationale de la boucherie, comme vous le savez sans doute, parle du boucher comme d'un chirurgien, comme faisant un travail de chirurgien. Et d'ailleurs, l'apprentissage du métier de boucher reste encore, malgré tout, un apprentissage de la découpe plus que du commerce, même si les choses tendent à changer.
Alors pourquoi le développement de la découpe anatomique depuis 100 ou 150 ans n'a-t-il eu aucune incidence sur le classement du boucher? Pour répondre d'un mot, parce que, en même temps que ce type de découpe progressait, que le travail du boucher à l'étal gagnait en technicité, le boucher abandonnait le travail à l'abattoir, donc restreignait son champ d'activité, un champ d'activité lui-même qui se déplaçait vers l'aval, vers la vente, vers le commerce de détail. Voilà pour cette piste explicative que j'ai exposée de façon qui, à mon avis, n'est pas très convaincante. J'y reviendrai à la fin. Troisième piste explicative, donc, je rappelle la question, pourquoi le boucher est-il classé dans le commerce, le boulanger et le charcutier dans l'industrie? En fait, c'est un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, la réponse, on l'a sous les yeux. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire, le dictionnaire de l'Académie française, le Larousse, etc., etc. Comment définissent-ils le boucher? Le boucher tue et vend. Voilà ce qu'ils disent. Bon, si on prend le dictionnaire en 5 ou 6 tomes, c'est un petit peu plus détaillé, mais pour l'essentiel, c'est ça. Le boucher tue et vend. Autrement dit, toutes les autres opérations que fait le boucher et qui constituent l'essentiel de son activité, dépouiller, vider, fendre, couper, etc., etc., sont annihilées, abolies, supprimées. D'ailleurs, je pense que le bon terme, ce n'est pas annihiler ou supprimer, c'est plutôt le terme obnubilé, au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui est recouvert par les nuages, hein, enveloppé comme le fait un nuage. Obnubilé, c'est ça. Et pour filer la métaphore, je dirais que l'abattage est comme un nuage. Il recouvre, il s'étend, il met de l'ombre sur toutes les opérations qui lui font suite. Toutes sauf une, la vente, qui, elle, est retenue dans le dictionnaire. Mais là aussi, le dictionnaire donne une clé explicative. Ils ne disent pas seulement que le boucher vend, ils disent plus précisément qu'il vend de la chair crue. Ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs. Double caractéristique donc du boucher, je dirais même double peine. Il tue les animaux, ce qu'il est le seul à faire. Hein, c'est le seul métier où on donne la mort, qui est une expression curieuse d'ailleurs, donner la mort. Et du produit de cette mort, il ne fait rien. Il ne transforme pas la chair crue en chair cuite, comme l'a fait le charcutier. Il fait même le contraire. Il fait en sorte qu'elle reste crue, qu'elle reste intacte, qu'elle reste stable. Je simplifie. Alors, il n'est pas nécessaire d'être anthropologue, je ne suis pas anthropologue, ni familier des travaux de Lévi-Strauss, pour percevoir que cette opposition entre le cru et le cuit fait sens ici, et qu'elle contribue, elle aussi, très probablement, à classer le boucher ailleurs que là où il serait classé, si ce classement était fondé sur ce qu'il fait réellement, ce qu'il fait réellement, sur la plupart des opérations qui composent son activité. Pour finir, si j'en ai le temps. Bon, peut-être, oui, je me suis employé à parler vite. Donc, je vais prendre mon temps pour finir. Un bref commentaire sur ces trois explications. La première piste explicative, à mon avis, est séduisante, en tout cas pour un économiste. Elle est excitante même, parce qu'on a le sentiment d'avoir mis le doigt sur un point mal élucidé et dont le boucher, en quelque sorte, est la victime. Il fait les mêmes choses que beaucoup, mais comme il est fait à l'envers, son travail n'est pas reconnu. Enfin, simplifie. Son travail n'est pas reconnu comme industriel. Mais c'est une explication qui a besoin d'être consolidée. Je vous ai dit que je n'avais pas trouvé d'argument tangible. Bon, j'ai vu que le montage était classifié, comme on dit maintenant, dans les opérations manufacturières. Il n'y a rien sur le démontage. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, cette explication, pour intéressante qu'elle soit, a une force de percussion explicative moins grande, à mon avis, que la dernière. Alors, la deuxième piste, j'aurais pu la présenter, j'ai fait quelques réserves sur la façon dont je l'avais présentée tout à l'heure, parce que j'aurais pu la présenter de façon plus cursive. Je pensais à ça en venant dans le train tout à l'heure, en paraphrasant le texte de Christian Lelanne dont je vous ai parlé. Dans ce texte, qui est une sorte d'hymne au travail de découpe du boucher, qu'il appelle le boucher chirurgien, il s'indigne que le boucher soit comparé à un tueur comme Mladic. Hein, Mladic, le bourreau de
Bosnie. Il le dit à l'envers, évidemment. Il s'indigne qu'on qualifie Mladic de boucher. Bon, ça suffoqué. Donc il s'indigne que le tueur soit mis sur le même plan que le chirurgien. Il a raison. À ceci près qu'il oublie qu'il y a une ombre qui surplombe son boucher chirurgien. C'est l'ombre du boucher qui tue. Dans les dictionnaires, le boucher ne tue plus depuis une trentaine d'années. Mais le boucher qui tue existe toujours, hein, dans les mentalités. Et c'est le même couple, à mon sens, qui est à l'œuvre dans la deuxième explication que j'ai formulée tant bien que mal. Le travail de découpe a eu beau devenir de plus en plus important dans les 100 ou 150 dernières années. À l'arrière-plan de ce travail de découpe, du boucher à son étal, qui n'a plus rien à voir avec l'abattoir, il y a toujours le boucher qui tue, qui rôde, si j'ose dire. C'est donc la troisième piste explicative qui, à mon avis, est la plus convaincante, même si je le dis presque avec regret, parce que je ne suis pas anthropologue. Je comptais dire quelques mots sur la relation nomenclature-dictionnaire, c'est-à-dire sur l'usage fait, pas fait ou qu'auraient fait les auteurs des nomenclatures, mais bon, pour ne pas déborder, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, si ce n'est que je vais en dire quand même quelques mots. Tout permet de penser que les auteurs des nomenclatures ne se sont pas du tout inspirés des dictionnaires, ils n'ont pas lu. En fait, ils n'ont pas lu pour ça, en tout cas. Ce n'était pas nécessaire. Ils étaient, et ils sont, comme nous le sommes tous, plus ou moins imprégnés des représentations collectives, des représentations dominantes. Et ces représentations dominantes, les dictionnaires ne font que les inscrire, les répercuter et les traduire. Voilà, je vous remercie. En tout cas, c'est le premier prix des 19 minutes. Donc, si vous avez juste une question sur une précision, vous pouvez la poser. Bref. Premièrement, le couteau qui passe dans l'articulation comme il faut. Platon, Lefèdre, l'orateur qui ne sait pas articuler les parties de son discours est comme le mauvais découpeur du boulet qui ne sait pas trouver les articulations. Je suis heureux de la sortie ici d'aujourd'hui. Bravo. J'ai entendu, je suis heureux de là. Sortir aujourd'hui. Ah oui, oui, d'accord. Le boucher part d'une forme vivante, mais c'est une forme. Et il va en produire de la matière. Et ça, c'est pas comme ça. Parce que d'habitude, l'industrie humaine est de partir d'une matière et d'aller vers une forme. Alors, c'est ça qui a été retenu par un auteur américain, si j'ai bien compris. C'est-à-dire d'un pays qui ne découpe pas la parisienne, qui ne fait pas de la boucherie à la parisienne. Car la boucherie parisienne consiste à remonter la pente et à produire des formes belles à regarder, des côtelettes, des rôtis bien faits, etc. La présentation parisienne, française, plus généralement, de la viande est une mise en forme, une transformation. Oui. On va revenir sur cette comparaison internationale parce que c'est un des enjeux des nomenclatures. Comment on fait des équivalences entre différentes nomenclatures dans les recensements, les census. Mais là, vous avez déjà débordé, donc on va laisser Anne-Hélène. Regardez le premier paragraphe de ma dernière page de document. D'accord, donc on le fera à la fin. Donc, je donne la parole à Anne-Hélène, qui est tout aussi disciplinée que Pierre Saunier, pour parler du froid et de la viande. Oui. Donc, moi, je vais vous parler d'une recherche que je mène sur les savoir-faire professionnels de boucher, que j'ai enquêté non pas en région parisienne, mais justement en région, en Bourgogne notamment et en Anjou, et que j'étudie en lien avec les transformations du monde agricole, du secteur de l'abattage et aussi des pratiques alimentaires. Et dans ce cadre ici, je vais m'intéresser
aux façons dont le froid a été intégré ou vécu aux pratiques bouchères et tout ce qui accompagnait cette introduction du froid et par rapport au rôle de conservation de la viande qu'avaient les bouchers. Puisque conserver la viande avant que ne se généralise la chaîne du froid était une des préoccupations premières des bouchers, et elle le reste en partie, comme ça ressort des entretiens et des terrains que j'ai pu mener avec auprès des bouchers abatteurs, puisque je vais surtout parler d'eux aujourd'hui. Donc ces bouchers qui continuent de s'appeler bouchers abatteurs, même s'ils n'abattent plus aujourd'hui, mais parce qu'ils choisissent toujours les animaux vivants. Donc pour ces bouchers abatteurs, en lien avec la qualité de la viande, mais aussi la question du débit, le problème de la conservation des carcasses est central. Donc les bouchers abatteurs, mais également les bouchers qui travaillent, qui achètent des carcasses entières, doivent transformer l'ensemble de l'animal en viande. Ça représente de 350 à 700 kg de viande en fonction des animaux qu'ils choisissent. Et ils doivent les écouler dans un laps de temps réduit. Pour ceux que j'ai rencontrés, ça allait de 15 jours à 3 semaines après l'abattage. Donc pour ça, il faut qu'ils aient un débit suffisant. Et ils vont combiner la vente en magasin avec des tournées ou des marchés, des services aux restaurateurs ou aux collectivités. Dans le Maine-et-Loire, il y a des expériences aussi où les bouchers se groupent pour partager des carcasses. Donc, eux, ils n'ont pas une pratique du stock. C'est contraire même à la qualité de ce qu'ils peuvent produire. Et ça, Chaudieu le rappelait. Ça déprécie la carcasse et ça leur fait perdre du chiffre d'affaires. Donc c'est en grande partie aussi dans la conservation de la viande que s'exprimait leur savoir-faire. Et là, je suis obligée de parler au passé, puisqu'il y a eu des évolutions avec l'introduction de la chaîne du froid et sur les pratiques des bouchers. Pour les plus anciens de mes interlocuteurs, l'apprentissage était centré sur la maîtrise de la maturation des carcasses. Il en a été question tout à l'heure. De la maturation allait découler la fermeté de la viande, sa tendreté aussi, son goût. Donc toutes sortes de facteurs qui vont conditionner la découpe de détail. Et c'est pourquoi les bouchers que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui choisissent les animaux sur pied, vont rester attentifs à la fois aux paramètres liés à l'élevage et à l'engraissement, et aussi aux conditions de traitement de la carcasse en abattoir, qui a été évoqué par tous. Le souci de la conservation donc est premier chez les bouchers. Certains rappellent aussi que les jours d'orage, par exemple, ils sont particulièrement attentifs à la viande. Et donc là, il y a aussi dans ces témoignages-là la présence d'un savoir empirique et variable dans la gestion du vivant qui perdure et qu'on peut rapprocher du rôle de la fermentation. La fermentation qui est utilisée dans l'élaboration des nourritures humaines, qui est ce processus de dégradation, de prolifération d'organismes étrangers qui va amener à la pourriture. L'ethnologue Annie Hubert rappelait que cette notion de pourriture, elle est plus culturelle que scientifique, et elle marque ce point où un aliment va être jugé impropre à la consommation. Donc à l'opposé de la cuisson dont il était juste question, la fermentation, comme la maturation, va représenter un risque puisqu'elle implique d'être capable de maîtriser des aléas et donc d'avoir une observation fine de toutes les transformations. Ce processus de maturation, il est souvent ignoré, et en tout cas, il est plus considéré comme un allié de la conservation des viandes fraîches, maîtrisées justement par ces savoir-faire bouchers, mais comme un danger pour la santé publique. C'est pour ça que se développent actuellement de nouvelles pratiques de maturation sous vide, donc pour des raisons de facilité, de coût de stockage, mais aussi parce qu'associée à la congélation, elle va bloquer la maturation. Alors, ces techniques de conservation ou de maturation sont largement passées sous silence par les travaux, notamment de sciences sociales, qui s'intéressent aux bouchers. Ces travaux-là vont plutôt se concentrer sur l'insensibilisation au moment de l'abattage, la saignée ou la découpe, on l'a vu, tandis que la maturation va être rejetée vraiment à la marge de l'activité et du rôle des bouchers. Donc
la viande, pendant longtemps, Madeleine Ferrière justement le rappelait pour le Moyen-Âge, la viande a été longtemps consommée immédiatement après l'abattage. Ce qu'on rencontre encore, ce que je rencontre par exemple au Mali, où il s'écoule moins de 12 heures entre le moment où on abat et le moment où la viande est consommée. Et il faut attendre, a priori, si j'en crois les propos de Sidney Watts, la fin du XVIIIe pour qu'il y ait une nouvelle définition de la salubrité de la viande qui arrive en tenant compte du niveau de putréfaction de la viande. Selon un auteur qu'il cite, Étienne Tourtel, faire vieillir le bœuf le rend plus tendre, par conséquent plus goûteux. Et donc il décrit le système qui est mis au point par les bouchers de suspension des carcasses dans des endroits frais et sombres, à l'abri des mouches et de l'air, qui rend la viande plus digeste et le goût en est amélioré. Aujourd'hui, les professionnels respectent un laps de temps minimum. Il en était aussi question là de ces 72 heures. Sans ce laps de temps et du fait des habitudes culinaires contemporaines qui vont vers le grillé, on considère que la viande serait immangeable ou trop dure du fait de la rigidité cadavérique. Donc pour l'attendrir, il faut attendre ces quelques jours durant lesquels se produit ce processus et commence la putréfaction. Donc ce phénomène va être pris en compte en boucherie sous les termes du ressuage, une phase lente de descente des températures des carcasses qui va se passer à l'abattoir, et par la maturation dont la durée va être très variable en fonction des pratiques des bouchers et autres professionnels de la viande. Donc ce sont deux opérations qui vont permettre d'attendrir la viande, qui vont avoir des incidences sur la qualité gustative et qui vont jouer aussi un rôle important sur la bonne ou la mauvaise conservation de la viande. Le rôle clé de ce phénomène a suscité de fortes résistances dans la corporation bouchère face à une nouvelle organisation du travail et de nouvelles techniques qui leur en faisaient perdre la maîtrise. Au fur et à mesure de la prise de conscience que les paramètres leur échappaient pour assurer cette conservation, avec la restriction des domaines de leur intervention, il en a aussi été question largement ce matin. Donc une des restrictions qui affecte grandement leur rôle par rapport à cette conservation, c'est la centralisation des opérations d'abattage et la spécialisation des tâches, le fait que les bouchers se retrouvent exclus des abattoirs. Ça a mis longtemps à se mettre en place depuis les premiers projets d'édifier des abattoirs municipaux, avec des protestations des bouchers pour expliquer que cette série d'opérations séparant l'animal vivant pour l'amener à l'aliment ne pouvait pas être interrompue sans dommage pour la salubrité de cet aliment. Donc on a vu que c'était au 19e et à Paris qu'il y a eu des bouchers qui ont accepté où on a vu une distinction se mettre en place entre des bouchers chevillards et les bouchers détaillants étaliers. Le projet d'exclure totalement les bouchers des abattoirs ne s'est pas fait avant les années 60 et les grands plans d'aménagement des abattoirs, de réorganisation de l'abattage en France. Et donc avec une déspécialisation du métier, avec une tâche d'abattage qui va être réalisée dans les abattoirs industriels. Cependant, les tueries particulières vont continuer jusque dans les années 80 où elles vont être formellement interdites. Il y a encore quelques dérogations. Mais aujourd'hui, le système de production des viandes a vraiment intégré les artisans bouchers à une filière dans la mesure où ils vont dépendre de l'abattoir et de services de prestataires qui leur sont extérieurs et qui ne sont plus forcément spécialisés. L'autre point qui influe sur les pratiques des bouchers, c'est le fait qu'ils aient été détrônés de ce rôle de garant de la santé publique. On l'a aussi évoqué ce matin avec l'émergence d'un nouveau corps de métier que sont les vétérinaires, puisqu'au début, on l'a aussi dit, les bouchers assumaient les responsabilités des inspecteurs. Ensuite, ils n'ont plus le droit ils ont perdu la possibilité de se présenter au concours
qu'ils avaient aussi avec les maréchaux ferrants, tandis que les vétérinaires intégraient par des cours sur la connaissance de la viande les abattoirs. Encore aujourd'hui dans les abattoirs, il y a une tension et des conflits de légitimité qui sont sensibles entre ces deux corps de métier, une hiérarchie des compétences avec des types d'expertise qui sont l'un pratique et l'autre du côté de l'expertise scientifique, donc des tensions qui sont toujours sensibles aujourd'hui. Et puis il y a donc un autre événement qui va encore bousculer ces pratiques de la corporation bouchère, c'est l'introduction du froid. Donc les applications de ces techniques vont être immédiatement économiques dès la fin du XIXe siècle, et notamment c'est ce que décrit Siegfried Guédon pour les États-Unis, le développement de l'industrie et du commerce de la viande qui va, avec les premiers wagons frigorifiques, qui va lever la limitation au marché local. Il va y avoir des répercussions liées au sanitaire très rapidement aussi en Grande-Bretagne, par exemple, où la technique du froid s'est très rapidement répandue en boucherie. Du côté français, du coup, la résistance au froid des bouchers français, également des hygiénistes, est assez remarquable, puisque le goût des Français pour la viande fraîche va être un leitmotiv pour expliquer la difficile pénétration du froid dans ce secteur de la boucherie. Les hygiénistes vont finir par valider cette technique-là. Stanziani en parle, dans la mesure où elle va donner accès à la viande à des catégories qui en sont exclues, et aussi également pour des raisons sanitaires liées à la présence de la tuberculose. Il y a une défiance qui est durable par rapport à cette technique, qui dit aussi la force de ces savoir-faire bouchers. Et c'est sensible aussi dans la construction des abattoirs. En 1916, il n'y a encore aucune place qui est faite dans les abattoirs aux chambres froides ou aux resserres. Dans les années 50 seulement se met en place, les pouvoirs publics vont intégrer un plan d'équipement rural qui prévoit cet équipement frigorifique, et finalement c'est que dans les années 60 que le froid va vraiment être intégré à la boucherie. Et j'ai encore rencontré là en septembre un boucher qui a terminé sa carrière dans les années 90 et qui a fait toute sa carrière sans vitrine réfrigérée dans sa boutique. Donc cette technique, les techniques du froid semblent aller de soi aujourd'hui. Et les entretiens que j'ai pu mener sur leur pratique avec les bouchers abatteurs témoignent toujours de leur préoccupation pour la conservation de la carcasse, et notamment dans les difficultés qu'ils ont à mettre en œuvre cette bonne conservation du fait de la non-maîtrise des paramètres d'abattage. Les conditions de production industrielle en abattoir vont heurter la conception que les bouchers abatteurs et les chevillards d'ailleurs tiennent de leurs apprentissages ou de leurs pratiques professionnelles antérieures à une époque où ils tuaient eux-mêmes les animaux, puisque ça a été interdit en 80. Il y a encore beaucoup de bouchers qui ont eu cette pratique-là et qui s'en souviennent. Avec l'idée que le traitement en abattoir va fragiliser le produit. L'un d'entre eux disait, c'est vrai que maintenant on est de plus en plus hygiène, mais cela ne veut pas dire que du point de vue conservation, on soit mieux. Microbiologie, on est mieux, mais conservation, je ne suis pas sûre. Ça, c'est un chevillard proche de la retraite qui me disait ça. Mais beaucoup de bouchers constatent que leur viande se conserve moins bien. Que dans le temps, ils pouvaient laisser rassir leur quartier beaucoup plus longtemps que maintenant. Ils accordent tous, alors il y a plusieurs facteurs qui les heurtent, c'est qu'ils accordent tous une grande attention au traitement individualisé des carcasses, à ne pas bousculer les carcasses. Ils ont un soin presque maniaque vis-à-vis de leurs carcasses, qui s'explique aussi par les sommes en jeu. Ils ont aussi une attention pour l'humide et le sec, puisqu'on leur a appris à entretenir une atmosphère sèche autour des carcasses pour s'assurer d'une bonne conservation. La bête n'était pas lavée, rien du tout, ressuée surtout, ressuée à la température de la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle était bien égouttée toute la nuit, tranquille, et donc on s'ingéniait à lui faire rendre son humidité. Du coup, les pratiques en abattoir de douchage des carcasses heurtent ces artisans, puisqu'ils n'ont pas cette conception de l'hygiène qui passe par l'usage de l'eau. On utilisait le linge. Donc le douchage actuellement, il est contesté.
il s'accompagne aussi d'un refroidissement le plus rapide possible. Un boucher des monts du Charolais disait: dans les abattoirs, malgré tout, la qualité de la bête, ça passait par-dessus. Je leur disais: évitez de me la laver, mais c'était plus fort qu'eux. Ils ne voulaient pas tout de suite dans les frigos à ressuer. Un autre critère qui jouait pour la conservation, c'est l'importance du gras, de la carcasse cirée. Aujourd'hui, les goûts de la clientèle vont vers la viande maigre, et à l'abattoir, on va pratiquer l'émoussage, donc dans le but d'éviter de facturer une trop grande quantité de graisse. Mais les bouchers abatteurs contestent. Ils disent: on aimait bien une bête qui avait un tout petit peu de gras autour parce qu'elle se tenait mieux. Au niveau caché, c'était mieux qu'une bête qui était vraiment trop maigre. Donc l'émoussage excessif, il est incompatible avec une conservation longue. Et d'ailleurs, c'est un facteur qui va être pris en compte dans certains signes de qualité, pour les AOC Maine-Anjou ou AOC du Mézin, par exemple. Donc un autre facteur, c'est donc le raccourcissement des délais de maturation qui se développe avec un traitement industriel des carcasses, voire dans certains circuits un désossage à chaud, alors que la viande valorisée était une viande mise à maturer. Comme dit un des bouchers, on laissait rassir la bête entière dans le frigo, elle ne bougeait pas du tout, au contraire elle séchait un peu, c'était mieux, il faisait entre 2 et 4. On commençait à la travailler quand elle commençait à être noire. Ils disent les chambres froides ne sont plus comme ça maintenant, ça ne se conserve pas. Une demi-bête, après 8 jours de frigo comme ça, elle commence à poisser et ça sent mauvais dans le frigo. Donc là, tout ce qu'on va gagner en qualité, en tendreté par cette maturation, on va le perdre en kilos de viande. D'autant qu'il faut retirer souvent la croûte qui s'est formée. Donc dans un système où les considérations économiques vont primer, il y a moins de temps pour laisser rassir la viande. Donc il y a des délais très variables, je vous disais, de 3 jours à 3 semaines qui vont dépendre de la clientèle du boucher, de ses possibilités, mais la tendance est vraiment à servir de la viande fraîche, là dans le sens de non maturée. Et puis enfin, la conservation, ça implique aussi une organisation du travail différent en laboratoire, là où va s'effectuer la découpe de gros. Et donc les bouchers qui vont travailler des carcasses entières vont la faire maturer sur os et vont adapter un type de découpe particulier. Notamment ce qu'on peut appeler un désossage tardif. Ils ne vont pas réaliser la découpe tout d'une traite comme certains bouchers par exemple qui font des tournées. Pour gagner du temps, ils concentrent la découpe de gros sur un jour et ça les libère ensuite. Enfin, ils mettent sous vide et ça les libère pour les tourner. Là, au contraire, ils se posent tout le temps la question: est-ce que je dois désosser ce morceau tout de suite ou attendre la vente pour la désosser? Donc désosser le plus tard possible, c'est mieux pour conserver. Et ça, alors par exemple, un boucher bourguignon dit: là, j'enlève le dessus de côte sur un carré de côte de bœuf que j'ai désossé hier. Il va me rester un morceau. Pour l'instant, je la repends comme ça et je la range. Si quelqu'un veut un pot-au-feu assez maigre, je lui vends comme ça, j'y touche pas. Si quelqu'un veut du steak haché, j'enlève tous les nerfs et je fais un morceau propre. Si je veux du bourguignon, j'enlève le cartilage. Je peux faire 3 morceaux. Donc toutes ces pratiques-là vont être contrariées par la rénovation de la réglementation sanitaire suite aux crises ESB qui vont imposer un désossage intégral des vertèbres. Et du coup, par exemple, pour l'entrecôte, on ne peut plus la garder sur os puisqu'il faut tout désosser. Tout ça montre aussi la possibilité de changer de catégorie commerciale grâce à ces principes de maturation sur os. Ça montre aussi que le savoir-faire boucher va s'exprimer aussi dans l'habileté à jauger de la carcasse, de sa qualité et de l'exploiter au mieux. Donc boucher le travail ne va pas se réduire à la découpe. Et donc on a des savoir-faire qui sont vraiment personnalisés, qui on peut dire ajustés à la circonstance. Avec donc des bouchers qui ont la conscience qu'actuellement les bouchers n'ont plus les possibilités qu'on avait. Dit l'un d'entre eux: on tuait nos bêtes, on les emmenait à l'abattoir, on les ramenait, on savait ce qu'on avait. Donc la maîtrise des 2 maillons, le vivant et le mort, c'était aussi une part de leur identité qui faisait le vrai métier, qui aujourd'hui, déspécialisé, tire vers le métier de traiteur. Beaucoup d'enfants de bouchers deviennent traiteurs. Donc les pratiques actuellement ont changé. Il n'y a plus, je crois, qu'un quart des viandes qui se vendent sur os. Beaucoup des bouchers travaillent maintenant sous vide, donc ils sont totalement intégrés à une chaîne
puisqu'ils n'ont plus qu'à réaliser effectivement la découpe de détail. Et cette viande sous vide, elle a aussi bénéficié de l'intérêt pour la vente directe de viande, puisque là, les agriculteurs vont recourir à des ateliers de découpe qui mettent sous vide et ensuite qui vont induire des pratiques de congélation. Donc des pratiques longtemps, en France, il y a une résistance pour cette viande congelée. C'est même... aux yeux de certains auteurs américains, c'est une caractéristique culturelle française, mais là, il y a un retournement, une banalisation justement du congelé pour des motifs qui vont être plus idéologiques que gustatifs. Voilà, donc j'arrête là. Merci beaucoup. On va faire la même chose. S'il y a une très brève question, on peut la poser, mais on peut aussi la renvoyer à la fin, et je peux donner la parole à Anne-Marie Martin, qui a donc deux orateurs avant elle qui ont exactement tenu les consignes que je leur ai données. Oui. Donc voilà. Elle va nous parler de l'apprentissage de la viande d'aujourd'hui, apprendre la viande aujourd'hui. Apprendre la viande aujourd'hui. Donc, cette communication s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu cet après-midi. Depuis l'arrêté du 20 juillet 1960, l'apprentissage de la viande fait l'objet d'un diplôme national, le certificat aptitude professionnelle, le CAP, option A, bovin, ovin, option B, équidé. Le travail du cochon est l'affaire du charcutier, avec un CAP créé la même date. Ces deux CAP, diplôme éducation nationale, suppriment les CAP, les certificats départementaux, et ceci en lien avec la loi du 8 juillet 1965, qui modifie les marchés des viandes, modernise la commercialisation, avec l'apparition des abattoirs qualifiés de modernes, confère Chaudieu. Jusqu'en 1967, ce CAP, dont la partie théorique était du ressort des chambres de métier, ou bien se travaillait par correspondance, comportait une épreuve d'abattage. Les apprentis bouchers ont appris sur les pas de leurs patrons, qui abattaient dans des tueries particulières, dans des abattoirs communaux, qui ont subsisté au-delà de 1980, également en Bourgogne. Je ne peux pas vous détailler ici les transformations fondamentales intervenues dans les différents CAP jusqu'en 2005, où il prend de nouveau, ce CAP, le nom de boucher, terme devenu générique, après s'être appelé CAP de préparateur en produits carnés, en 1982, avec une modification en 1990. Donc cette généalogie permet de voir les transformations et le lien du vivant qui s'est effectivement beaucoup transformé depuis 1961. Aujourd'hui, je vous propose de brosser à grands traits les conditions d'apprentissage du métier de boucher à partir d'un travail de terrain mené en Bourgogne, dans le Nivernais. Donc, depuis un an, je suis accueillie à ma demande dans un centre de formation d'apprentis, CFA, du Nivernais en Bourgogne, la Bourgogne, terre agricole et terre d'élevage, dans le cadre de la réalisation d'un film sur la viande. C'est dans mes habitudes de travail d'associer une démarche anthropologique à la réalisation d'un film documentaire. De novembre 2011 à mai 2012, j'ai été en station d'observation chez des apprentis de deuxième année en CAP boucher qui apprennent les gestes, techniques et savoirs de la fabrication des viandes en alternance une semaine par mois au CFA et 3 semaines sur leur lieu d'apprentissage. Petit à petit, j'ai appris à circuler entre les différentes paillasses de l'atelier boucherie, attiré par telle ou telle pièce, tel ou tel geste, tel ou tel rapport de l'apprenti à la pièce qu'il travaille, à échanger dans ces situations où l'un peine à désosser des côtes de veau, aidé par son voisin qui, lui, s'est déjà désossé parce qu'il l'a appris chez son patron, et l'autre essaye de faire couler tant bien que mal l'os. J'ai été épatée par le travail qu'il produisait en début de séance, des quartiers de viande et en fin de séance des morceaux de viande, mis sous vide, pesés et étiquetés. Je ressentais de la part de quelques-uns ce désir d'apprendre, de réussir à brider une volaille, à faire une caillette, à désosser une cuisse. Ils ont passé le CAP en mai dernier
et 4 d'entre eux sont spécialisés en charcuterie. Un travaille dans un atelier de découpe voisin où il a fait son apprentissage. Sur les 12 apprentis, 3 ont décroché. En octobre 2012, donc, j'ai trouvé un nouveau groupe de première année qui venait juste de commencer l'apprentissage. Je vous précise que chaque CFA est autonome. Celui-ci a une organisation interne très compliquée. L'emploi du temps n'est jamais le même d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Les rencontres sont aléatoires et dépendent de l'organisation du travail de la semaine qui peut changer s'il n'y a pas assez de matériel pour tous, donc de la viande, si le groupe est trop nombreux, s'il y a des malades, si le formateur a une charge de travail très importante. Je dépends donc aussi de ces contingences pour pouvoir être accueilli au laboratoire pour les heures de travaux pratiques et pour rencontrer le groupe des apprentis hors de l'atelier de la boucherie. Bref, un terrain difficile. Donc c'est à partir de ce terrain que quand j'ai vu qu'il y avait ce colloque sur la viande, je me suis intéressée à l'apprentissage, à des textes théoriques que j'ai trouvés donc dans les caves du CRDP, c'est-à-dire les brochures pédagogiques de 1961 jusqu'à 2005. J'ai travaillé aussi en entretien auprès de deux maîtres formateurs, dont l'un a passé le CAP en 1961 et qui a travaillé comme chef tueur dans un abattoir, et à partir également d'entretien du personnel du CFA et d'un journal de bord que j'ai tenu lors de ce terrain. Alors, tout à l'heure, on parlait de nomenclature. J'ai cherché à chercher dans les statistiques, au moins de Bourgogne, la visibilité des bouchers, savoir où ils étaient enregistrés. Et c'est là, effectivement, qu'il y a un gros problème de saisie, de savoir où on saisit les bouchers. Donc là, il y a des tables de passage, carrément, qui ont été élaborées. Par exemple, la famille professionnelle s'appelle FS. Les bouchers, donc hôtellerie, restauration, alimentation. Les bouchers sont classés aux côtés des charcutiers, des boulangers et des apprentis, dans la famille SOZ40. Cette famille, c'est là où c'est une activité des individus, on va dire. Après, quand vous travaillez sur l'INSEE, vous êtes obligé de passer dans la famille PCS, profession, catégorie socio-professionnelle, avec encore d'autres répartitions. Par exemple, dans cette catégorie, pour les bouchers, il y a les artisans bouchers, les bouchers sauf industrie de la viande, et les opérateurs de la transformation des viandes. Donc on voit petit à petit un glissement du boucher, comme on peut l'imaginer dans sa boucherie, vers, on va le voir, les industries de la viande. Donc après, comment on apprend la viande? Je prends un petit coup. Donc le CAP représente encore plus de 50% des effectifs de l'ensemble des diplômes du domaine professionnel. Le niveau 5 est largement dominant et les taux d'apprentissage y sont élevés. Près des 3/4 des apprentis ont suivi la voie scolaire jusqu'à la classe de 3e, alors qu'il y a 30 ans, seul un quart avait atteint ce niveau. Il s'agit de métiers où l'apprentissage est basé sur l'acquisition d'un geste professionnel, comme le métier du boucher, qui est répertorié dans la famille professionnelle avec les boulangers et les charcutiers. L'apprentissage est une des compétences du conseil régional et les CFA sont créés à la suite de conventions signées pour une durée de 5 ans renouvelable entre les régions et les organismes qui sont des organismes privés, des chambres de métiers ou de commerce et d'industrie. Par exemple, mon CFA est essentiellement géré par la CCI de la Nièvre, Chambre de commerce et d'industrie. Il est financé à 64% par le Conseil régional de Bourgogne, qui aide par ailleurs les employeurs. Le coût d'un apprenti de première année revient à 50 € environ pour l'employeur. Mais l'aspect pédagogique, ce qui est spécifique de cet apprentissage, relève du domaine de l'éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture. Donc ce sont ce qu'on appelle les CPC, les commissions paritaires consultatives de l'alimentation, qui sont composées de représentants du ministère du Travail, de l'Éducation nationale et des professionnels de la filière, qui discutent le maintien, les modifications ou les suppressions des différentes spécialités. Ils élaborent aussi les CQP, certificats qualifications professionnelles, qui sont des diplômes régionaux mais non reconnus par l'Éducation nationale. Donc plusieurs filières préparent au CAP boucher, donc tout nouvellement une filière sous statut scolaire, on en reparlera plus tard, et le ministère de l'Agriculture qui a créé des CAPA qui forment des opérateurs pour l'industrie des viandes. Les apprentis sont âgés de 16 à 25 ans. Ils perçoivent un pourcentage du SMIC en fonction de leur âge et de l'année d'apprentissage.
Il faut donc, on parlait aussi des nomenclatures, pour la formation, la formation est classée dans la nomenclature NSF 221, transformation agroalimentaire, alimentation, cuisine, et non plus dans la nomenclature NSF 220, production. Le recrutement des apprentis et ses difficultés. Tout d'abord, l'orientation vers l'apprentissage de niveau 5 est encore perçue dans la société comme la conséquence d'une relégation scolaire destinée à accueillir les élèves les plus en difficulté. Est-ce que vous connaissez autour de vous des jeunes en apprentissage et en boucherie? Tu es nul, tu feras boucher, c'est ce que raconte volontiers le formateur aux apprentis bouchers. En troisième, j'étais pas bon. Une prof m'a dit, toi tu es un bon à rien, tu vas devenir boucher charcutier. Ben, il a dit, ça tombe bien, mon père était déjà boucher dans une grande surface, c'est ce que je voulais faire. Voilà ce qu'il dit à ses apprentis bouchers. Quand on voit les salaires que les bouchers touchent maintenant, dit-il, il leur précise qu'un jeune qui sort du CFA, sans expérience, peut prétendre à 1 400 € net par mois. Mais l'apprentissage attire aujourd'hui des jeunes issus des classes moyennes et supérieures, dans la section boulangerie ou pâtisserie, par exemple. Je l'ai constaté aux portes ouvertes, organisées par le CFA en mars 2012. Mais pas vraiment dans la section boucherie. Pourquoi? À la différence des boulangers et des pâtissiers, les apprentis bouchers souffrent d'une image professionnelle dévalorisée. La figure du boucher reste celui qui a à voir avec le sang. Le maître formateur explique ça comme ça. On n'a pas su faire de publicité sur l'évolution de notre métier, explique-t-il, en sortant de la mission locale pour recruter des jeunes. Il leur a demandé « À quoi la boucherie correspond pour vous ?» Ils ont répondu « La mort, le sang, la saleté, dur, difficile. » Il leur a dit « Stop, ces mots ne correspondent pas à ce métier. » Le maître formateur a le souci de travailler cette image. Il montre qu'il n'y a pas de sang, le labo est impeccable, les vêtements sont immaculés. Il ajoute même qu'il achète des tenues qui donnent de la valeur au métier. Il recommande aux apprentis de mettre une cravate et de se raser pour l'examen. Pourquoi une cravate? Je demande. On me répond, ça fait tenir droit et ça nous fait plus fiers. Il me semble que les représentations des apprentis sont pour une part construites à travers ce double filtre. L'apprenti boucher fait peut-être une formation parce qu'il n'est pas bon à l'école. Il a donc une image dévalorisée de lui-même. Et il s'engage dans une formation dévalorisée. Pour le maître formateur, un double travail est à l'œuvre pour revaloriser le travail des viandes d'une part, tout en revalorisant l'apprenti boucher grâce à ce travail pour lui donner des chances de réussir. Des effectifs en baisse. Dans ce CFA, qui a été créé en 1978, les effectifs variaient entre 39 et 48 apprentis jusqu'en 1988. Puis l'effectif dépassera jamais 40 et à partir de 1993, il va plafonner à 30. Le tournant pour la boucherie, ça a été la vache folle. 30% des bouchers sont partis à la retraite et n'ont pas formé d'apprentis. On constate une rupture à cette période avec une baisse du nombre d'apprentis. En 1996, il n'y en a eu que 6 en première année et aucun en deuxième année. La section a failli quand même fermer en 2005, sur vache folle, et depuis 2006, elle accueille entre 16 et 26 apprentis. Au cours de ces dernières années, il y a presque toujours un fils de boucher inscrit en première et deuxième année. Comme je vous l'ai dit, au cours de l'année 2012, 3 apprentis sur 9 ont rompu leur contrat. À cette rentrée, ils étaient 12 en première année, et il y a aussi 4 adultes qui n'ont pas le statut d'apprenti, mais qui sont en formation professionnelle, dont une fille à chaque fois. Alors, en 2012, la majorité des apprentis, donc, qui sont dans ce département, fortement rural, comme je l'ai dit, viennent aussi des départements du Cher, du Puy-de-Dôme et de l'Yonne. Ils peuvent être internes. La plupart effectuent leur apprentissage pas loin de chez eux. Il reste qu'il est difficile de faire déplacer des jeunes âgés de 17 à 19 ans dans une zone très rurale, constate la Chambre des métiers. Ils ne veulent pas se retrouver dans un petit village, loin de tout, sans connaissance et sans moyens de locomotion. Depuis septembre 2012, la moitié des contrats d'apprentissage des premières années sont signés avec des boucheries et la moitié avec la grande distribution pour généralement 2 ans. Ces contrats sont en augmentation par rapport aux années 2003 et 1999 vers la grande distribution. 2 organismes se partagent donc ces contrats, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie. Cette tendance est confirmée par les offres de contrats d'apprentissage proposées sur le site internet du CFA d'Auxerre au 5 novembre 2012. Sur les 21 offres, 9 viennent de boucheries artisanales ou de Sarles et 11 de la grande distribution. Avec la réforme du bac pro en 3 ans, le niveau CAP devrait
perdre des effectifs dès la rentrée 2010 et 2011 au profit du bac, constate un des maîtres formateurs, qui explique que les parents ont tendance à choisir cette filière après la troisième parce qu'il y a la mention bac pro, boucher, charcutier, traiteur. Ils peuvent dire « mon fils a le bac », ce qui est très valorisant quand le fils n'a pas pu poursuivre ses études dans la section générale. Donc ça, c'est un point important. En conclusion, l'apprentissage de cette partie en CAP boucher va donc dépendre de plus en plus de la grande distribution qui assurerait ensuite une partie des diplômés du CAP. La question, quelles seraient les conséquences sur le métier lui-même? La formation. Alors la formation, l'apprentissage s'exerce sous une double autorité, celle de deux maîtres, celle du maître formateur et du maître d'apprentissage pour la transmission des savoir-faire. Ce sont deux figures paternelles qui incarnent l'autorité et le travail. De fortes valeurs sont associées à cette formation par l'apprentissage. Nécessité de l'effort qui construit la passion et le goût du métier jusqu'à en tomber amoureux, confère le livre de Joyce Sorman, Comme une bête, qui décrit admirablement bien cette construction de la passion, notion de discipline, hygiène, bonne présentation de l'apprenti. Mais des anciens patrons ont aussi pourri le métier en prenant des apprentis comme des boniches, me confie l'actuel formateur du CFA. Si l'apprentissage a une mauvaise image aussi, c'est aussi pour ça. Le rôle du maître formateur, il encadre les TP pendant 12 heures et assure 5 heures de cours de technologie. La caractéristique des métiers de bouche, c'est d'apprendre à produire quelque chose qui est consommé. Le formateur explique que les apprentis sont en situation réelle. La viande n'est pas gaspillée car elle est préparée et servie au CFA. Ici, les apprentis ont de la chance, ils font leur boulot du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un apprenti qui commence et l'autre qui finit. Un fera la cuisse et une semaine après, l'autre qui fera l'épaule. Pour ce formateur, l'apprentissage, c'est avoir l'autorisation de continuer la boucherie. Ce sont les bases, ils évolueront après. Ce qu'on apprend. Je présenterai un des savoir-faire évalués dans le référentiel de certification de 2005, le désossage à blanc. Les techniques de base, c'est ça qu'il faut apprendre, conseille l'ancien formateur. À l'examen, on demande aux apprentis de désosser une pièce en temps de temps. C'est le BABA, le coefficient le plus élevé. Depuis la création du CAP en 1961, on demande de savoir cette technique de base désossée qu'on retrouve dans tous les diplômes. Désosser à blanc, c'est-à-dire de laisser le périoste sur la viande. Le périoste, c'est ce qui régénère l'os, c'est ce qui nourrit l'os. On a vu que des apprentis étaient engagés dans la grande distribution qui travaillent souvent en pad, prêts à découper. Ce sont des muscles sous vide, prêts à découper. Livrés par des centrales où ce sont des ouvriers qui désossent. Le maître formateur est vigilant. Il connaît les établissements et aussi des boucheries qui ne travaillent qu'en pad et apprend le désossage à ses apprentis qui eux-mêmes expliquent qu'ils n'aiment pas travailler en pad parce qu'ils perdent le métier. S'en suivent des échanges sur la viande qui se conserve moins bien qu'en carcasse, sur la maturation, etc. Une des adultes raconte qu'elle travaille en demi-carcasse dans une grande surface. C'est mieux, on apprend plus, sinon en pad, on perd la main. Pour l'ancien formateur, la perte du métier, c'est quand on travaille sous vide, on n'a qu'à ouvrir le sac et découper. Maintenant, le boucher est en fin de chaîne. On fait partie d'une chaîne qui commence à l'abattoir et qui se termine à la boutique où il ne reste plus que la découpe et la vente. Donc, un maître d'apprentissage s'écrit « On n'apprend rien en 12 heures de pratique par semaine, soit 120 heures par an. En formation, on n'apprend rien. On n'apprend qu'à désosser. Une fois qu'on a appris ça, que l'os soit petit ou gros, c'est le même travail. On n'apprend pas la vente au CFA. C'est chez le maître d'apprentissage qu'on doit apprendre. Et selon lui, le métier de boucher, c'est savoir ce qu'on vend. Si les apprentis n'apprennent plus à acheter en carcasse, ils se feront refiler n'importe quoi par des fournisseurs aguerris. Parce que ce boucher choisit ses bêtes chez l'éleveur, quelquefois on lui en propose aussi, il les fend, les découpe à l'abattoir proche de chez lui, ramène le tout dans son laboratoire. Il m'explique que les vétos ne sont pas favorables à cette pratique, mais il leur répond que tant qu'on a payé notre bête, on rentre. C'est le savoir-faire des bouchers abatteurs, dont a parlé Anne-Hélène. Ces bouchers d'un autre temps s'appellent eux-mêmes des dinosaures. À savoir que le choix des bêtes sur pied figurait à l'oral du CAP 1961. Maintenant, bon, il a disparu, bien sûr. L'examen, le jury. L'évaluation des compétences des candidats s'effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation, à l'occasion de 3 situations d'évaluation organisées au cours de la dernière année de formation, dont 2 des situations ont lieu au CFA et la 3e a lieu
dans l'entreprise qui a embauché l'apprenti. Mais les apprentis ne devraient pas être évalués par leur propre maître d'apprentissage, mais par des voisins, fait observer ce fameux boucher abatteur. Ils sont tentés de mettre une bonne note à leurs apprentis, parce qu'à travers eux, ils sont aussi évalués. Pour lui, si un candidat ne sait pas ficeler un rôti, l'ancien formateur du CFA rejoint son point de vue. Après le CAP, quel est le devenir des professionnels des bouchers? 2 minutes. Ouais. Donc, il y a eu des enquêtes qui sont faites régulièrement, chaque année, par l'Éducation nationale pour voir si, où sont passés les apprentis bouchers 7 mois après. Mais je n'ai pas, avec les statistiques qui sont faites par le rectorat, on ne peut sortir actuellement les bouchers de ces statistiques. Donc, en gros, au CFA, ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il y a 30 à 10% de réponses. Et maintenant, ce qui est essentiel pour ce CFA, c'est de savoir que le jeune apprenti a trouvé un travail, ou que ce soit dans n'importe quel service. Voilà. Et donc, c'est donc la grande distribution qui peut actuellement former des apprentis, vous avez compris. Mais elle aime bien, par ailleurs, embaucher ceux qui ont appris à travailler chez les artisans bouchers. C'est peut-être que l'apprentissage du savoir-faire est avant tout celui d'un savoir-vivre qui transmet tout à la fois, savoir, efficace, sens et identité. Mais les apprentis sont aussi attirés par ces structures parce qu'ils travaillent 35 heures par semaine, ils ont les congés, ne travaillent pas le dimanche, etc. En conclusion de ça, savoir acheter, savoir tuer, savoir couper les carcasses de différentes espèces animales ne font plus partie des apprentissages en CAP boucherie version 2005. Autant de savoir-faire qui ont été avalés par la filière et digérés avec l'industrialisation depuis la création du premier CAP en 61, qui ont provoqué une perte de contrôle sur les moyens de production de la viande par les bouchers et de leur rapport aux vivants. On constate donc que les évolutions technologiques et organisationnelles déterminent de nouveaux profils d'emploi nécessitant l'adaptation de la structure des diplômes. En 50 ans, on est passé d'un savoir boucher peu formalisé à l'élaboration de référentiels, de la transmission à l'acquisition de savoir-faire. Je termine par la dernière question qui est essentielle. La question essentielle, c'est de savoir si, comme je vous ai dit, ce métier n'attire pas trop les jeunes et tout ça. Donc, pour rendre le métier plus attractif, ce qu'a imaginé le syndicat de la boucherie et l'éducation nationale et tous les gens qui ont un peu le souci de ce que ce métier se perpétue, ils ont créé 2 autres diplômes, donc un CAP par voie scolaire, donc, et un bac pro, comme je vous ai dit, boucher, charcutier, traiteur, et avec très peu de semaines de pratique. Donc c'est un diplôme scolaire, ce sont des élèves et non plus des salariés travailleurs. Et voilà que va devenir le métier. Merci. Parfait. J'ai retrouvé ma feuille. Mon chapeau aux intervenants, 20 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On voudrait passer le relais à 6 heures à la table ronde, au film à la table ronde. Donc, on a une vingtaine de minutes, un quart d'heure pour interroger les intervenants. Il y en a une par session en ce moment. Il y en a... Non, il y en a très peu, hein, mais là c'est tout récent. Les 2 sessions que j'ai vues, il y a une femme. Et la seule femme, maintenant elle est embauchée dans une grande surface, grande distribution, elle est à la vente. Alors qu'elle adore le travail de laboratoire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une évolution de nationalité? C'est-à-dire, les élèves sont français ou viennent d'autre part? Ils sont très contents parce qu'il y a 2-3 ans, il y avait une fille d'origine africaine qui était très belle, qu'ils auraient bien vue en couture, mais pas en boucherie, ou en coiffure, et qui a été très très bonne comme apprentie. Voilà. Non, il n'y a pas de... Il y a des gens qui sont
des noms portugais qui sont français, mais non, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas, mais dans d'autres régions peut-être, mais dans cette région-là... J'ai juste une remarque. Dans les années 50, à Paris, il y avait une messe annuelle et tous les apprentis de l'école professionnelle de la boucherie de Paris, qui était considéré comme le summum de la formation, étaient obligés, alors il y en avait certains qui étaient musulmans notamment, ils étaient obligés d'assister à la messe annuelle corporative. C'était un rite de passage de fin d'études. Ils sont en bourgeron, tout ça, ils sont en tenue professionnelle, ils sont avec derrière chaudier, tout ça, il n'y a pas de photo, ça se passe à la Madeleine, et ça dure jusqu'en 68. Donc ils sont obligés d'assister à une cérémonie religieuse pour marquer la fin des études. On ne leur demande pas leur avis. Ça a bien changé. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais là, c'était vraiment très intéressant parce que il y a eu beaucoup d'échanges, d'interactions entre les apprentis, des échanges informels. Et tout de suite, le PAD s'est sorti. Tout de suite, le PAD, ils ont dit non, ça... Voilà, ça va être, voilà, c'est quand même une orientation très forte, quoi. Oui, le prêt à découper, oui, le muscle sous vide, oui. Oui, mais c'est vrai que c'est quand on voit les demi qui sortent du frigo et quand on voit la fin de ça c'est vraiment épatant de voir toute la transformation, quoi. Et alors après la formation en milieu scolaire, je ne sais pas ce que ça va faire, parce que même le boucher abatteur, il travaille sur des mannequins, histoire de rigoler, quoi. Parce que c'est quand même un problème. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ce travail-là, qui est vraiment tout nouveau, qui est ce type de métier appris à l'école par la voie scolaire, quoi. Donc, effectivement, tout ce qui est la transmission par le maître d'apprentissage, risque d'être écarté pour être adapté aux industries de la viande et à l'agroalimentaire. Ça, c'est une question. Si personne ne pose de questions, moi j'en ai une. Ah, non, vas-y. Plus qu'une question, juste une remarque pour Pierre Sionnet. L'expression médiévale pour caractériser le métier qui revient dans plusieurs statuts et règlements de métier, c'est tuer, tailler et vendre cher. Donc je remarque qu'avec le temps, on est passé à une bipolarité, et puis d'ailleurs qui n'a plus de sens, puisque le boucher, effectivement, tel qu'il est défini aujourd'hui, ne tue plus. Donc voilà, c'est l'évolution vers l'affaiblissement, un affadissement. Je me permets de poser la dernière question. Alors, en vous écoutant, on a quand même l'impression, malgré le regard un peu comparatif de Pierre Saunier, qu'il y a une spécificité française dans la boucherie. Et je constate que, par exemple, aux États-Unis, il y a un intérêt presque pour un folklore. Alors, on regarde les bouchers français ou italiens pour introduire un savoir-faire qui semble donc un peu se perdre en France. C'est curieux, non? Oui, il y en a qui sont très cotés. Mais en France, je veux dire, il y a aussi une starification des bouchers, comme le Bourdonnais qui a fait la une dans Elle et tout ça. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc on met en évidence, en représentation des super bouchers qui parlent même d'abattage familial, alors que ça n'existe plus, quoi. Et voilà, quoi. Et puis que les éleveurs aiment leurs bêtes. D'avant eux, il y a quand même des éleveurs qui ont aimé leurs bêtes. Donc il y a vraiment une starification de cette image du boucher. Et le maître formateur, par exemple, lui, par rapport au film qu'on veut faire sur la viande, il veut vraiment, il rappelle que ça valorise ce travail, quoi. Donc c'est assez difficile. Il y a des porte-à-faux, quoi. Parce qu'ils sont quand même au taquet, quoi. Je veux dire, ils sont tout ce qui peut valoriser l'émission TV artisanat avec la 6 qui montre toute la préparation, les concours et tout ça, c'est parce qu'il manque 4000 bouchers du 109, comme ils disent dans Match ou je sais pas où. 4000 bouchers, il manque en France, quoi. Donc c'est vrai que la filière s'alarme. Donc ils créent des diplômes comme les ouvriers de qualification professionnelle.
Parce qu'il trouve plus, il trouve plus de personnes qui abattent, qui savent abattre, qui transforment en première ou en deuxième. Donc voilà. Oui, je voulais dire qu'il, sauf erreur, il n'y a pas de charcutier pork butcher aux États-Unis, ni d'ailleurs, curieusement, enfin Martin va me démentir, mais même en Allemagne. Oui. Oui, qu'il y ait de la charcuterie, oui. Mais dans le dico, il n'y a pas de charcutier. Il n'y a pas de charcutier. Vous prenez le Webster, il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors, bien entendu, les gens mangent de la charcuterie, Delicatessen, etc. Mais des boutiques spécifiques, c'est-à-dire le distinguo boucher charcutier. Alors, bon, ça n'existe pas aux États-Unis ou en Angleterre. En Angleterre, c'est d'accord. Et même en Allemagne, pour des raisons que je ne connais pas, cette distinction, cette séparation, cette différence n'est pas la même qu'ici ou qu'en Italie. Je pense qu'en Italie, ça doit être un peu la même chose qu'ici. Je ne veux pas en dire plus, parce que je suis pas un... Mais quand j'ai fait mes comparaisons, là, pour savoir où étaient classés les charcutiers aux États-Unis, ils ne sont pas classés. Ils ne sont pas classés, ils n'existent pas. Le boucher fait tout. Il y a des bouchers. Bon, et si vous titillez un peu les choses, vous finissez par trouver le pork butcher, mais il n'existe pas en tant qu'établissement. Oui. Justement, puisqu'on parle de découpe, on a entendu plusieurs fois l'expression découpe à la parisienne. C'est quoi la découpe à la parisienne? Anatomique. Anatomique. Eh oui, mais... Mais qu'est-ce que c'est? C'est la découpe anatomique. C'est le bout. Ah oui, pardon. C'est le boucher digne, c'est les gens que j'évoquais tout à l'heure. Ils respectent la structure, les composants internes. C'est le fait, justement, non pas de couper, mais de désassembler, de suivre la structure interne de l'affaire, en l'occurrence d'une carcasse. D'ailleurs, il y a une comparaison avec, dans les textes que j'évoquais de Chuang-Tzu, d'un lapidaire. Avant de savoir comment s'y prendre, c'est exactement comme le boucher digne. Il se dit, je ne vais pas y arriver si je ne comprends pas la façon dont est conçue de l'intérieur la pierre.